Dans votre rêve, vous survolez la Terre. L'Europe n'est pas encore plus riche que le reste du monde. Vous vous demandez comment les choses ont pu changer à ce point. La réponse est peut-être en Amérique du Sud. Les colons européens sont en train d'y jeter les bases de la pauvreté moderne. Regardez-vous maintenant. Vous êtes un empereur Inca en Amérique du Sud. Vous êtes riche, mais ça ne va pas durer. Vous allez devenir pauvre à la vitesse grand V. L'ère du colonialisme a commencé. Les conquistadors ont envahi votre pays. Ils vous promettent la vie sauve en échange de votre or. La pauvreté est la conséquence d'un vol. Derrière toutes les formes de pauvreté moderne, il y a l'usage de la force. Vous êtes emprisonné. Votre peuple se meurt sous vos yeux, décimé par des maladies comme la grippe ou la syphilis, importées par les conquistadors. Vous, l'empereur des Incas, mourrez étranglé avec un collier de fer. Nous appelons cette mort douloureuse le supplice des garrots, vois-tu? Les Européens sont responsables de la pauvreté des habitants d'Amérique du Sud. Ils leur ont pris leurs terres et les ont déplacés. Privés des moyens de subvenir à leurs besoins, les Sud-Américains ont dû travailler dans les plantations, les haciendas, les mines, où ils extrayaient l'or et l'argent tant recherchés par les Européens. C'est ce qui a fait sombrer des millions d'entre eux dans la misère. Puis vous traversez les nuages en direction de l'Afrique pour voir si le continent noir souffre déjà de la faim. L'Afrique précoloniale avait une économie très prospère. Beaucoup de gens ordinaires participaient à la production économique. En Afrique de l'Est, quand les Portugais sont arrivés à la fin du XVe siècle et au début du XVIe, les sociétés swahili de Mogadiscio à l'île de Kilwa au large du Mozambique étaient à l'apogée de leur puissance commerciale. D'ailleurs, en découvrant ces villes côtières bouillonnantes d'activité, les navigateurs portugais ont voulu s'en emparer. En Afrique centrale, les terres cultivées étaient nombreuses. D'après les missionnaires et les soldats portugais, l'agriculture du Congo était plus productive que celle du Portugal. Dans le domaine de l'artisanat, ils considéraient que le textile et la métallurgie égalaient ce qui se faisait de mieux en Europe. Avant 1492, l'Europe était à la périphérie du système monde. C'était une région relativement pauvre comparée au reste du globe. En Afrique, en Asie et en Amérique, il y avait des civilisations florissantes. Après 1492, la situation change radicalement. Vous ressortez de l'autre côté, en Chine, en 1743. Vous vendez des tissus sur un marché animé. On vous paie en Cori. Ces magnifiques coquillages servent de monnaie depuis des siècles. À chaque pièce d'étoffe vendue, votre bocal de Cori se remplit. Puis la police coloniale arrive. Elle n'aime pas votre monnaie. Les Cori, par exemple, sont une monnaie locale importante. C'est l'une des monnaies que les gouverneurs coloniaux vont essayer d'interdire, quelle que soit la fortune des gens, même pour les commerçants. Eh bien, du jour au lendemain, ça ne vaut plus rien. Tout le projet impérial européen
est de bâtir un système mondial qui, sur le plan économique, crée de la pauvreté. C'est l'origine du concept de tiers-monde. Votre peau a changé de couleur. Vous êtes dans un camp. Il y a un mois, vous étiez un paysan indien affamé. Aujourd'hui, vous êtes un ouvrier indien affamé. En plus, vous souffrez du choléra. C'est une mauvaise nouvelle. Un train circule sur une ligne construite par les Anglais. Un nuage s'en échappe. Un nuage de blé, de la nourriture. Mais soudain, vous comprenez que le train est plein de céréales destinées à l'exportation. La pauvreté est la pire forme de violence. La famine de 1876 dans le sud de l'Inde était due en partie à une mauvaise météo. La récolte avait été maigre. Mais la famine aurait pu être évitée. Simplement, on a continué d'exporter des céréales alors que les gens mouraient de faim. On a expédié vers l'Angleterre d'énormes quantités de nourriture produite sur place, alors qu'elles auraient pu servir à nourrir les 6 à 10 millions de personnes qui n'ont pas survécu à la famine. Vous servez maintenant de l'alcool aux travailleurs pauvres d'Afrique du Sud. Autrefois, ils étaient paysans. Mais l'homme blanc a pris leur terre. Durant le jour, ils descendent dans la mine. Le soir venu, ils s'emportent contre un système qui les condamne à la pauvreté à cause de leur couleur de peau. Avec la loi agraire de 1913, les Noirs ne peuvent quasiment plus acquérir de terre. De vastes pans du territoire sont réservés aux Blancs. On a besoin des Noirs en ville comme main-d'œuvre. On n'est pas tenu de les loger, ni de leur verser un salaire décent. Les femmes lavent du linge, cuisinent ou brassent de la bière. C'est la raison pour laquelle on voit apparaître progressivement des bidonvilles à proximité des villes. Regardez dans ce verre rempli de la bière que vous brassez. Vous allez voir les 30 prochaines années de l'humanité. Vous avez changé. Vous portez une robe luxueuse. Des hommes en costume vous suivent. Vous n'êtes plus pauvre. Vous êtes la future chef d'État d'un pays pauvre. Vous voilà devant une ambassade. Vous faites la queue durant des heures. Vous demandez un visa. Vous devez remplir des pages et des pages de formulaires. La pauvreté est très différente de ce qu'elle était autrefois. Il y a un vrai changement, parce qu'aujourd'hui, la pauvreté serait facilement évitable. La moitié la plus pauvre de l'humanité gagne moins de 3% du PIB mondial. Il ne serait pas bien difficile de réorganiser le monde pour qu'ils aient 5% du PIB mondial, par exemple. Leur sort en serait déjà grandement amélioré. Cela permettrait d'éliminer la pauvreté absolue. Vous donnez le formulaire à un homme qui le déchire sous vos yeux. Vous voilà sur un vaste océan, à bord d'une frêle embarcation. Vous fuyez votre pays pauvre pour un pays riche. Mais dans l'eau, vous apercevez des billets de banque. Ils quittent votre pays en direction des pays riches. Les flux de capitaux en provenance des pays pauvres sont estimés à environ 1000 milliards de dollars américains. C'est 8 à 10 fois le montant de l'aide internationale injectée dans ces pays. Une réforme de ce système serait beaucoup plus efficace pour réduire la pauvreté que toute l'aide au développement.
L'ordre du monde se négocie à Washington, à Genève ou dans d'autres capitales. Il faut le réformer. Mais les principaux intéressés n'ont pas accès à ces lieux de pouvoir et à ces leviers.